bonjour, nous voilà donc pour la nouvelle émission de Café Noir. Après la relance de notre chaîne YouTube, nous avons déjà fait 2 émissions avec Nicolas Bonal. Aujourd'hui, finalement, avec Pierre Levigan, on va parler de la réforme des retraites en France. Alors, est-ce que les retraites, c'est travailler plus longtemps pour toucher moins et sauver les retraites ou sauver le capital? Première question pour commencer, Pierre. Quels sont les enjeux? Oui, bonjour Gilbert, bonjour à tous. Alors, pour situer un petit peu quand même les enjeux, l'ordre de grandeur dans un premier temps, bon, les retraites, c'est un coût d'environ 350 milliards en France sur un produit intérieur brut qui dépasse un peu de 1600 milliards. Hein, voilà. Donc, ça fait environ 13% du produit intérieur brut. Quels sont les paramètres des retraites? Alors, donc là, effectivement, on commence à entrer un petit peu dans le cœur du sujet. Alors, en fait, il y a deux paramètres principaux en ce qui concerne la question des retraites. L'un, c'est tout simplement le rapport entre actifs et inactifs, puisque par définition, bah, en fait, ce sont les actifs qui financent les inactifs. Hein. Donc, ce rapport, il était en 1990, en gros, hein, de 2,5 pour un, c'est-à-dire 2 actifs et demi pour un inactif à retraiter. Et il est maintenant d'à peine 2 pour un. Et les prévisions, en fonction de la démographie, hein, bien entendu, les prévisions sont pour en gros 2040 d'1,7 pour un et vers 2070 d'1,5 pour un. Donc 1,5 actifs pour un. Sachant qu'évidemment, les prévisions en matière de démographie sont toujours aléatoires, mais enfin bon, c'est basé sur la relativement faible natalité de notre pays. Voilà. Alors bon, là, j'ai donc parlé de l'aspect du rapport actif-inactif qui renvoie en d'autres termes à la démographie, mais aussi à l'immigration, puisque si on l'immigration augmente en partie le nombre d'actifs, même s'il y a aussi des immigrés qui sont dans la catégorie inactive, bien entendu. Mais il y a un autre paramètre, parce que si on prend dans les années 50, on avait 4 ou 5 actifs pour un retraité. Donc on se dit, on ne devrait même plus pouvoir payer les retraites. Donc comment se fait-il que malgré tout, bien que souvent faibles, les retraités perçoivent quand même une retraite? Eh bien, tout simplement parce que l'autre paramètre, c'est l'augmentation de la productivité. C'est l'augmentation de la productivité du travail, hein, je précise, qui permet, en ayant moins d'actifs par rapport aux inactifs, de financer quand même la retraite. Alors là, je ne vais pas être très long, mais je signale quand même tout de suite que la productivité du travail augmente évidemment beaucoup plus dans l'industrie que dans d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous livrez des pizzas à vélo, vous n'allez pas beaucoup plus vite en 2023 qu'en 1950. Vous voyez? D'accord. Alors qu'évidemment, quand vous produisez une voiture, la productivité du travail a augmenté considérablement. Voilà. Alors, quelle est la subvention de l'État pour le régime public? Alors oui, c'est un aspect que nous sommes amenés à évoquer parce que souvent les partisans de la réforme expliquent que le corps comité d'orientation pour les retraites explique qu'on va vers quelques années sans doute de régime de retraite bénéficiaire et qu'ensuite il y aura un déficit de 10, 12, 15 milliards, etc. Ce qui n'est pas considérable, mais les partisans de la réforme disent souvent, oui, mais attention, à ces 10 ou 12 milliards, il faut ajouter la trentaine de milliards que l'État dépense pour équilibrer les régimes des fonctionnaires. Alors, le chiffre de 30 milliards et 33 milliards en 2022 est effectivement hein, le bon ordre de grandeur, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tout simplement, le taux de cotisation pour les fonctionnaires est plus élevé que dans le secteur privé parce que les cotisations ne portent pas sur tout ce que perçoivent les fonctionnaires, alors que dans le privé, ça porte sur tout ce que perçoit le salarié. Dans le public, ça ne porte que sur 80%. Alors donc le taux de cotisation est en fait nettement plus élevé dans la fonction publique de l'État. Il se rapproche du secteur privé dans la fonction publique territoriale et il en est de même dans la fonction publique hospitalière. Mais surtout, le rapport en fait actif-inactif
est beaucoup plus mauvais dans la fonction publique que dans le secteur privé. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, dans le secteur privé, il est d'environ de 2 actifs pour un inactif, et chez les fonctionnaires, il est d'un actif pour un inactif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la fonction publique ne recrute plus, et surtout, celle qui ne recrute plus, c'est celle qui coûte finalement la plus chère en retraite, c'est la fonction publique de l'État. Donc, si vous voulez, l'État ne recrutant plus, évidemment, le rapport entre les fonctionnaires en activité et ceux qui sont à la retraite parce qu'ils ont été recrutés à l'époque où l'État recrutait beaucoup, dans les années 50, 60, 70, début 80, est très négatif. L'État ne peut pas avoir, si je puis dire, le beurre et l'argent du beurre. Il ne peut pas faire des économies en ne recrutant pas de fonctionnaires et ensuite déplorer qu'effectivement le rapport actif-inactif dans la fonction publique soit défavorable. Et puis, alors, il y a quelque chose qui va faire sourire un peu nos auditeurs. Par exemple, le plus mauvais rapport actif-inactif, il est chez un certain type de fonctionnaires que sont les militaires. Là, il est de 0,8 actif pour un inactif. Mais c'est normal. Vous imaginez un militaire à 64 ans ou même à 67 ans s'il n'a pas ses 43 trimestres de cotisation. Donc effectivement, les militaires sont à la retraite jeunes parce qu'ils ne seraient plus opérationnels comme militaires après un certain âge. Et évidemment, il y a plus de militaires inactifs que de militaires en activité. Donc évidemment, c'est un régime déficitaire. Mais ça, c'est propre à un métier particulier. Donc, c'est quelque chose d'inévitable, en fait, ces subventions de 30 milliards, qu'il faudrait d'ailleurs mettre en regard des exonérations considérables sur les impôts sur le capital qui ont été faites, exonérations qui ont été faites dans les 40 dernières années. Nous sommes finalement arrivés au cœur du sujet pour cette réforme de retraite de 64 ans, mais qui, effectivement, vu les exemples que tu nous as donnés, va être de 67 ans. Parce que je vois mal la majorité du corps de travailleurs pouvoir cotiser 43 annuités de suite pour pouvoir prendre leur retraite à 64 ans. En réalité, la majorité des gens, à part les exemples des corps spéciaux comme l'armée, va effectivement prendre sa retraite à 67 ans. Mais bon, sur ce, quel est finalement le vrai objectif de Macron, vu que cette réforme est passée un peu comme une lettre à la poste? Oui, alors juste avant de répondre à ta question sur les vrais objectifs, je rappelle effectivement en rapport avec ce que tu viens de dire que en 2014, il y a eu la réforme Touraine sous la présidence Hollande, et c'est la réforme Touraine qui augmentait progressivement le nombre d'annuités nécessaires jusqu'à les porter à 43 ans. Et effectivement, avec ces 43 ans, de toute façon, la majorité des gens n'ayant pas commencé à travailler à 19 ans, la majorité des gens étaient déjà obligés de travailler bien au-delà des 62 ans. Des 62 ans. C'est-à-dire qu'il faut donc distinguer, c'est un peu ce que tu évoquais avec ta remarque précédente, il faut donc distinguer l'âge auquel on pouvait, avec 62 ans, prendre sa retraite et l'âge auquel on peut la prendre à taux plein, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a un certain nombre de cas où, effectivement, vous pouvez prendre votre retraite, mais à 1000 ou à 1100 euros par mois. Donc, évidemment, c'est pour beaucoup quasiment ingérable. Bon, voilà, donc je voulais juste faire cette remarque que, effectivement, la réforme Touraine allait déjà dans le même sens. Et la réforme actuelle qui a été adoptée pleine nuit dès l'accord du Conseil constitutionnel raccourcit les délais de passage à 43 annuités. C'était, sauf erreur, prévu en 2035 par la réforme Touraine. C'est avancé en 2027, c'est-à-dire demain. Alors, effectivement, ensuite, ta question proprement dite, qui est quel est l'objectif de Macron? Eh bien, en fait, Macron veut-il sauver les retraites, faire en sorte que ces retraites soient mieux versées, que le minimum vieillesse soit augmenté? On a vu que finalement, il n'y avait aucune augmentation réelle du minimum vieillesse. Il faut quand même savoir que le minimum vieillesse est en fait non obligatoire, et donc beaucoup de gens reçoivent un minimum vieillesse de 500 ou 600 euros. Donc, c'est une recommandation, en fait, le minimum vieillesse. Donc, en fait, cette réforme Macron vise à ce que les gens travaillent plus pour avoir, en fait, non seulement le minimum légal de trimestre, mais même des trimestres complémentaires pour avoir une retraite
à peu près décente et Macron vise aussi à ce que les gens se dirigent vers la capitalisation, ce qui permettra à des structures comme BlackRock et d'autres d'avoir un marché extraordinairement juteux et toutes les assurances vont fournir des produits dans ce domaine. Donc en fait, c'est une aide au capitalisme financier et c'est aussi un moyen de dégager plus d'argent pour baisser plus encore les impôts sur le capital et permettre aux grandes entreprises, dont les patrons font partie de l'oligarchie et sont donc des proches des équipes au pouvoir, de permettre à l'oligarchie de payer encore moins d'impôts, de défiscaliser encore plus, etc. Et de créer d'ailleurs toujours moins d'emplois, puisque les emplois ne sont créés que par les PME pratiquement et jamais par les grandes entreprises qui ne cessent de délocaliser et de supprimer des emplois. Nous sommes en train, en fait, d'aller vers un système anglo-saxon. Mais quelle est la solution des retraites à long terme? Parce que cette réforme ne va pas résoudre le problème des retraites en tant que telles. Alors, effectivement, la solution des retraites à long terme, bon, déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'au fond, les deux paramètres de l'âge et du nombre d'années de cotisation, on calcule en général en trimestre, mais enfin, ça revient à des années. C'est finalement une affaire un peu compliquée et un peu absurde. Henri Guénaud avait dit que finalement, il faudrait laisser un seul paramètre, qui est tout simplement le nombre d'années de cotisation. À mon avis, ça aurait le mérite d'être beaucoup plus franc. Vous faites des études jusqu'à 25 ans, par exemple 40 années de cotisation, vous faites des études longues jusqu'à 25 ans, eh bien, somme toute, vous avez votre retraite à 65 ans, vous commencez à travailler à 18 ans, eh bien, vous avez votre retraite à 58 ans. Ce serait, à mon avis, beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair. Vous prenez une année sabbatique, eh bien, ça, vous savez que ça repoussera votre âge de votre retraite à un an de plus. Ça serait beaucoup plus simple. Alors, effectivement, les solutions à long terme, fondamentalement, l'une, ça serait relancer la natalité, parce que s'il n'y a pas une relance de la natalité, il y aura une relance de l'immigration. Bon, en fait, dans la solution que choisit l'oligarchie, ce n'est pas de relancer la natalité, mais c'est de continuer de poursuivre une politique massive d'immigration, de l'ordre de 500 000 immigrés par an. Oui. Ben, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait relancer la natalité des Français de souche, si je puis dire, enfin des Français déjà ou des immigrés déjà assimilés, et surtout pas faire venir une immigration supplémentaire, mais aussi il faut augmenter la productivité du travail. Et pour augmenter la productivité du travail, il faut augmenter le secteur, il faut redonner une place importante au secteur où cette productivité du travail a un sens. Ce n'est pas les salons de coiffure, où on ne peut pas coiffer beaucoup plus vite que dans les années 1950, mais c'est l'industrie. Donc il faut réindustrialiser la France. Donc il y a deux clés en fait. La première clé, c'est la natalité, mais ça, c'est pas quelque chose qui se décrète. Il peut y avoir des mesures, mais c'est surtout une question de mentalité. Et la deuxième clé, qui est plus d'ordre économique, mais c'est aussi culturel, c'est réindustrialiser la France et revaloriser le travail industriel qui n'est pas un simple travail manuel, parce que dans l'industrie, il y a une valeur ajoutée intellectuelle absolument considérable. C'est une proposition que l'on a déjà discuté de ça depuis plusieurs fois, toi et moi. Vu qu'on parle de technologie et de maintenant, on parle tout le temps d'intelligence artificielle, on peut prévoir quand même que quand une société ou une industrie se robotise et a moins d'employés, que le robot soit considéré comme un outil du travail et qu'on fasse cotiser les cotisations des retraites sur la robotisation, par exemple. Personnellement, je ne suis pas convaincu parce que ça va quoi freiner la robotisation et final, fin, je ne suis pas convaincu. Si tu veux, moi je suis pour le contrôle intégral des capitaux, c'est-à-dire l'interdiction d'exporter des capitaux. Tu vois, je ne suis pas seulement protectionniste, je suis pour une économie autocentrée, c'est-à-dire l'interdiction d'importer un certain nombre de produits et l'obligation d'écouler, de n'exporter que ce qui n'est pas écoulable sur le marché intérieur, tu vois. Je suis vraiment on peut finir là-dessus, je suis pour l'économie autocentrée. On finira sur ça et Ouais. puis je te remercie. Voilà, je remercie tout le monde et à la prochaine émission.